Ce garçon lève son pouce pour mesurer la hauteur du champignon atomique devant lui. Si la hauteur est inférieure à celle de son pouce, il reste encore du temps pour fuir, mais à en juger par sa taille actuelle, il ne peut qu'attendre la mort. Malgré tout, l'instinct de survie le pousse encore à agir. Une fête animée sombre soudain dans la panique. Heureusement, l'hôte de la fête avait construit un abri au préalable, mais l'espace était extrêmement limité. Dans un moment aussi critique, même les amis n'avaient droit à aucun traitement de faveur. Cooper comprit que face à une explosion nucléaire d'une telle ampleur, un petit abri ne servirait à rien. Il enfourcha immédiatement son cheval blanc, emmena sa fille et s'enfuit à toute allure, tentant de s'éloigner du centre de l'explosion. Cependant, à une courte distance, un autre champignon atomique s'éleva brusquement, annonçant le déclenchement d'une guerre nucléaire totale. Leur fuite semblait dérisoire face à une force de destruction absolue. Ce jour-là fut appelé le jour de la fin de l'humanité, et l'histoire fut dès lors divisée entre l'avant-guerre et l'après-guerre. 200 ans plus tard, un garde de faction, qui voulait juste prendre un moment pour manger, ressentit soudain une douleur atroce à la poitrine, transpercée par une jambe de bébé en plastique. L'attaque était menée par un groupe de chasseurs de primes, armés d'une arme appelée le lance-ordure, capable de projeter n'importe quel objet comme un projectile. Ces trois-là suivaient les instructions d'un mystérieux commanditaire, réveiller un homme enterré dans un cercueil au cimetière, en échange d'une énorme prime. Sur la tombe étrange se dressait une croix où pendaient deux fioles aux allures bizarres. Ce qui était enfoui sous la tombe, c'était en réalité une nouvelle espèce née de la radiation nucléaire, un ghoul. Les chasseurs avaient apporté un poulet pour vérifier si le ghoul dans le cercueil avait achevé sa mutation. À force d'exposition prolongée aux radiations, bien qu'il reste en vie, les chairs des ghouls sont décomposées. Ils possèdent une longévité exceptionnelle, mais si les radiations accumulées ne peuvent être évacuées et que leur cerveau pourrit, ils deviennent alors des zombies dépourvus de raison. À cet instant, celui qui s'éveilla et sortit du cercueil n'était autre que Cooper, l'homme qui s'était enfui à cheval autrefois. Il avait miraculeusement survécu à l'explosion nucléaire, mais s'était transformé en ghoul tout en conservant sa conscience humaine. Les chasseurs de primes révélèrent aussitôt leur intention, espérant qu'il devienne leur guide pour les aider à accomplir la mission, en lui promettant une belle récompense. Mais Cooper semblait s'y intéresser peu, se contentant de caresser le coq qu'ils avaient apporté. Pourtant, l'instant d'après, il devenait clair qu'il cachait bien des secrets. Pourquoi avait-il été enterré dans un cercueil? Où se trouvait la fille avec qui il avait fui autrefois? Dans ce monde, en plus des ghouls errants en surface et des chasseurs de primes, certains avaient survécu comme l'hôte de la fête d'autrefois en se réfugiant dans des abris souterrains. L'un de ces abris n'était pas grand, mais parfaitement équipé, doté d'un laboratoire, d'un gymnase, de salles de classe et même d'un département d'entraînement militaire. Les habitants y étaient à la fois soldats et agriculteurs. En dehors des entraînements, ils cultivaient des plantes dans une serre. La jeune Lucie y avait grandi depuis son enfance. Comme l'abri était totalement isolé du monde, presque tous les hommes autour d'elle avaient un lien de parenté avec elle. Afin d'assurer la naissance de la génération suivante en bonne santé, l'abri ouvrait ses portes tous les 3 ans pour commercer et organiser des unions avec d'autres abris. Lucie passa les sélections et fut autorisée à épouser un membre de l'abri 32. Le mariage était une fête majeure, et elle quitta son uniforme pour enfiler la robe blanche commune. Chaque nouvelle mariée y inscrivait son nom à l'intérieur. Cependant, lorsque les portes s'ouvrirent, Lucie constata que le marié ne portait pas de